Bonjour à tous. Je réponds aujourd'hui à un investisseur, loueur meublé, qui investit dans les Hauts-de-Seine. Il est marié et tente d'expliquer à sa femme sa stratégie. Sa femme et lui n'ont pas la même conception de l'investissement par endettement. Ils ont des points de vue totalement opposés. Regardez. Nous allons présenter le point de vue de madame, ici, dans la colonne de gauche, et le point de vue de monsieur, ici, dans la colonne de droite, au sujet de ces différents points. En ce qui concerne la durée de l'emprunt, madame veut que sa dette soit la plus courte possible. Quant à monsieur, il veut que sa dette soit la plus longue possible. Au sujet du taux d'intérêt bancaire, madame veut que son taux d'intérêt soit le plus faible possible. Quant à monsieur, peu importe, ce n'est pas un point discriminant d'après lui. Au sujet de l'apport, madame veut maximiser son apport pour réduire son taux d'intérêt. Quant à monsieur, il souhaite tout emprunter, y compris les frais d'agence et de notaire qui grèvent son achat. Au sujet de la garantie du prêt bancaire, la banque a proposé à madame le cautionnement. Ça a l'air simple et elle récupère une partie de ce qu'elle paye à la fin de son prêt. Quant à monsieur, il compte demander une IPPD ou une hypothèque, c'est ce qu'il y a de moins coûteux d'après lui, car en réalité, l'argent récupéré sur un cautionnement dans 25 ans n'a pas la même valeur que l'argent qu'il décaisse aujourd'hui. Au sujet des travaux maintenant. Madame les évite, c'est un casse-tête. Elle préfère acheter un bien prêt à louer. Quant à monsieur, il les recherche. D'après lui, les travaux valorisent son bien, ils sont amortissables et font peur aux débutants. Avec le bon partenaire travaux, ce n'est presque plus un casse-tête pour lui. Au sujet maintenant des régimes fiscaux de la location meublée, d'après madame, les régimes micros sont faits pour les débutants. Il y a juste un chiffre à remplir dans une case de sa déclaration personnelle de revenus et ça ne coûte rien. Quant à monsieur, d'après lui, le régime réel nécessite un comptable certes, mais permet de réduire l'impôt payé et ça ne coûte presque rien avec la réduction d'impôt. Notre investisseur me demande de reprendre les données de son dernier investissement et de comparer les résultats qu'il aurait obtenus en appliquant les idées de sa compagne. Voici la synthèse que je leur propose. Je vais comparer la situation de monsieur, ici, dans la colonne de droite, avec celle de madame. Le bien en question vaut 100 000 euros. Il nécessite pour monsieur 28 000 euros de travaux. Monsieur a obtenu un prêt qui finance ce budget travaux ainsi qu'un différé lui permettant de rembourser une très faible somme tant que les travaux ne sont pas terminés. Nous négligerons toutefois ce différé dans nos calculs. Madame, elle, aurait préféré acheter l'appartement déjà refait. Les travaux sont des tracas pour elle. Admettons que le bien vale son prix, soit 100 000 euros, plus la valeur des travaux, soit au total 128 000 euros. Le bien est financé par emprunt et la banque demande une garantie. Monsieur a demandé une inscription de privilège de prêteur de deniers, au lieu du traditionnel cautionnement. Madame, elle, n'en voit pas l'intérêt. Ils ne paieront pas la même somme au niveau de la garantie. Madame souhaite avoir un taux minimum et sur les conseils de son conseiller bancaire, elle apporte l'équivalent des frais de notaire, plus les frais de garantie bancaire, plus les meubles, plus 10%. Les meubles ici sont de 4 000 euros, que ce soit pour madame ou pour monsieur. Au total, l'apport de madame s'élève donc à 28 740 euros. Monsieur, lui, va limiter son apport aux meubles et aux frais d'IPPD, soit 4 900 euros. Bien évidemment, les taux bancaires obtenus ne sont pas les mêmes. Madame, empruntant sur 20 ans, avec un apport de 28 740 euros, obtient un taux de 0,90%. Quant à monsieur, qui emprunte sur 25 ans, avec un apport de 4 900 euros seulement, aura un taux de 1,75%.
Madame ne veut pas s'embêter avec la paperasse. Elle choisit de demeurer au régime par défaut, le régime fiscal du micro-BIC. Monsieur, lui, s'adresse à un cabinet spécialisé qui lui propose un tarif compétitif pour prendre en charge tout ce qui concerne la fiscalité au régime réel. Cela lui coûtera 492 € de frais de comptabilité. Ce coût sera répercuté aux 2/3 sous forme d'une réduction d'impôt et il n'aura qu'un chiffre à mettre dans sa déclaration personnelle de revenus, c'est-à-dire somme toute les mêmes contraintes que s'il avait été au régime micro-BIC. Les données concernant les biens sont identiques. Le loyer est de 820 €. Madame ne paye pas de frais de charge de comptabilité puisqu'elle n'a pas besoin d'avoir un comptable au régime micro-BIC. Les charges locatives sont de 960 € à l'année. L'assurance annuelle 360 €, la taxe foncière 587 € et la cotisation foncière des entreprises s'élève à 312 €. Vous constaterez qu'il y a quelques différences liées au choix que monsieur et madame ont fait. Regardez. Les intérêts remboursés à la banque pour madame s'élèvent à 964 € et pour monsieur à 2546,76 €. Cette différence d'intérêt est due aux différences de taux, d'apport et de durée. Les échéanciers de prêt sont ici, celui de madame et celui de monsieur. Il y a également une autre différence, c'est la ligne d'amortissement. L'amortissement représente la perte de valeur d'un bien, ici un bien immobilier, dû à l'usure, au passage du temps ou à l'obsolescence. Cet amortissement ne donne pas lieu à sortie d'argent, mais réduit votre base imposable. Plus son montant est élevé et moins vous paierez d'impôts. Madame n'a pas de ligne d'amortissement car elle a choisi de demeurer au régime micro-BIC, le régime par défaut. Dans ce régime, l'impôt est calculé en reprenant en base taxable le montant des loyers et en réduisant de 50% cette base taxable. C'est donc uniquement sur 50% des loyers encaissés que madame sera fiscalisée à sa tranche marginale d'imposition 30% et aux prélèvements sociaux 17,2%. L'impôt total payé par madame est donc de 2322,24 €. Quant à monsieur, il a donc choisi d'opter pour le régime réel. Son impôt est donc calculé sur la base d'une base taxable égale à 0. En effet, lorsque l'on fait la différence entre ces produits, ces loyers, et toutes ces charges déductibles, y compris l'amortissement, la base taxable est nulle. Il n'y a donc ni d'impôt ni de prélèvements sociaux. La différence au niveau des cash flows est flagrante. Madame va se retrouver à devoir faire un effort d'épargne l'année 1 de 685,81 € alors qu'elle a apporté 28 740 € pour pouvoir financer son prêt bancaire et pour pouvoir meubler son bien. Quant à monsieur, il gagnera chaque année 618,87 €, en tout cas sur l'année 1, compte tenu des résultats de l'année 1, 618,87 €, alors qu'il n'a apporté que 4 900 €. Vous serez peut-être nombreux à vous dire que madame s'est endettée uniquement sur 20 ans, n'aura plus la banque à rembourser au bout de ces 20 années, alors que son mari, lui, sera encore engagé sur 5 ans. N'oubliez pas, l'argent que vous percevez dans 20 ans n'est pas comparable avec l'argent que vous percevez ou que vous économisez aujourd'hui. L'argent de demain vaut moins cher que l'argent d'aujourd'hui. Nous avons terminé avec notre démonstration. Ce cas est inspiré d'un cas réel. N'hésitez pas à me poser vos questions et avec votre accord, j'y répondrai peut-être en vidéo. Merci et à bientôt.